Dans cette vidéo, on va expliquer l'inexplicable, puisqu'on va tout bonnement théoriser le fonctionnement du transpersonnage. Pour ce faire, j'ai recueilli plein d'éléments, principalement dans la série, mais aussi dans la BD et le film, puis j'ai tout assemblé pour reconstruire le puzzle final. Un puzzle qui, vous allez le voir en fin de vidéo, a beaucoup de gueule. Oui, malgré tous les obstacles sur notre chemin, il semble bien qu'on ait finalement percé le mystère du Snowpiercer afin de répondre à cette fameuse question. Une question qui, vous allez le voir, va finalement nous mener vers la vraie question à se poser. Aujourd'hui, spéculation. La pièce clé du Snowpiercer, c'est un élément qu'on appelle la loco, ou The Engine en VO. C'est en gros le nom donné au premier wagon. Pour l'instant, disons juste que cette loco, qui s'apparente à ce stade à une boîte noire un peu mystérieuse, c'est ce qui permet le bon fonctionnement du train. Cette boîte noire, elle apporte donc à la fois l'énergie cinétique nécessaire pour faire avancer ce train de 1001 wagons, mais elle permet aussi d'alimenter le train en électricité afin de le chauffer et de l'éclairer. L'idée, c'est maintenant de trouver ce qui se cache derrière cette boîte noire. Les caténaires, c'est ces sortes de câbles qu'on retrouve au-dessus des voies ferrées. Ils permettent en fait l'alimentation des trains via l'électricité du réseau. Genre c'est grâce à eux que fonctionnent les TGV par exemple. Sauf que le Snowpiercer, il ne fonctionne pas comme un TGV. Il n'utilise pas de caténaire pour s'alimenter comme on le voit. De toute façon, dans le monde post-apo au sein duquel il évolue, le réseau électrique, c'est ciao, il n'y en a pas. Bon, ça c'était assez évident, mais du coup si le Snowpiercer ne dépend d'aucun dispositif extérieur, c'est que tout ce qui lui permet de fonctionner est directement embarqué dans le train, dans la loco. Ainsi, au début, sans considérer ce qui est dit dans la série, je me suis dit qu'une solution viable pour notre train, ça aurait pu être de reprendre la technologie qu'on retrouve dans certains sous-marins ou porte-avions. L'idée c'était de dire que notre loco pourrait être une salle confinée où on retrouverait tous les éléments qui permettent à un réacteur de produire de l'électricité. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle permettait de 1 de produire la grande quantité d'énergie dont on a besoin sans trop de matières premières, et de 2 d'avoir une forte autonomie. Genre certains projets de porte-avions promettent une autonomie quasi totale pendant environ 10 ans. Une durée équivalente à celle du voyage du train. Nous sommes à 2468 jours de notre départ. De plus, pour les porte-avions, tant qu'il n'est pas changé, le réacteur tourne en continu, et il peut donc fournir de l'énergie à tout instant, ce qui est un gros avantage dans le cas de notre train qui ne s'arrête jamais. Enfin, cette solution, bien qu'elle présente évidemment les nombreux inconvénients qu'on lui connaît, elle me semblait pouvoir être viable. Mais malheureusement, à aucun moment dans la série, on nous parle d'uranium enrichi ou de fission nucléaire. Aïe, il m'a alors fallu regarder plus attentivement la série pour mieux comprendre la technologie. Et c'est ce que j'ai fait. Il se trouve que dans les explications techniques de la série, un élément chimique en particulier revient très souvent. L'hydrogène. Toute la production d'hydrogène est suspendue. Oui, il semble bien que ce simple élément ait un rôle à jouer dans la production de l'énergie abondante dont on a besoin. Mais alors comment ? Qu'est-ce qui se passe ? La technologie du Snowpiercer, on ne nous la décrit pas précisément dans la série, mais avec tous les éléments que j'ai pu récolter, voilà comment je l'expliquerai. L'idée, c'est que notre train doit récupérer de l'eau, H2O, sur son chemin. Or la neige, c'est de l'eau solide. La tête d'ouame, c'est de l'eau. Bon, une fois le train en mouvement, l'humidité de l'air et la neige donc seraient collectées par le Snowpiercer. Elle serait en fait forcée dans des entrées sous pression, un peu comme c'est le cas avec l'air qui est forcé d'entrer dans les moteurs à réaction des avions. Ce serait alors pour cette raison, pour cette analogie, que dans la série, Alexandra parle des moteurs à réaction du train. On a un moteur à réaction qui tracte un pauvre wagon vide. Bref, l'eau H2O ainsi récupérée sur le chemin serait alors convertie en dihydrogène et en oxygène, grâce à un système d'électrolyse de l'eau, une technologie à laquelle on a aussi une allusion. Électrolyse hydrogénique en cours de limitation. Et enfin, le dihydrogène ainsi créé serait stocké dans des compresseurs à hydrogène. Désamorçage des compresseurs à hydrogène. Tout dispositif pour l'instant coûteux en énergie nous donnerait alors du dihydrogène gazeux à utiliser comme source d'énergie. Cet hydrogène, il pourrait alors être consommé par des piles à combustible couplées à des moteurs électriques afin de produire de l'électricité, en suivant grosso modo le principe qu'on retrouve dans les voitures à hydrogène. Et bien sûr, cette électricité obtenue, elle servirait à la fois à alimenter notre dispositif pour qu'il soit autosuffisant, et à la fois à fournir l'énergie dont on a besoin pour avancer, ainsi que pour avoir de l'électricité dans les wagons. Super, on a la solution
solution, notre moteur magique semble transformer l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique. Et en plus de ça, on a une explication à pourquoi le train doit être en mouvement. S'il l'est, c'est parce que c'est la condition nécessaire pour récupérer continuellement de l'eau, et donc de l'hydrogène, notre carburant. Alors oui, tout ça paraît bien beau et c'est sûrement comme ça qu'on veut nous faire croire que le train fonctionne dans la série, comme on le voit avec les extraits que je vous ai passés, mais il y a de gros problèmes si on applique cette technologie dans notre monde. Le premier qu'on peut citer, il est au niveau de l'électrolyse de l'eau. Cette technologie, elle existe bel et bien dans notre monde et elle permet effectivement la création de dihydrogène H2 à partir d'eau H2O. Sauf que, l'électrolyse c'est plutôt coûteux en énergie, donc en début de cycle, on n'a même pas commencé à produire de l'énergie pour faire avancer notre train, qu'on a déjà commencé à en consommer pour récolter et transformer l'eau. Coup dur. Et ensuite, second problème, même en faisant abstraction de ce début de cycle gourmand en énergie, et en se disant qu'on a de l'hydrogène, si on reste rationnel, la solution de la pile à combustible, elle semble pas très viable au regard de la puissance dont on aura sûrement besoin pour tracter cet énorme train et lui fournir de l'électricité de partout. Bref, nouveau coup dur, et la science que tente d'introduire la série semble bien foireuse. Un tel cycle ne pourrait vraisemblablement pas fonctionner en réalité. À ce moment-là, j'étais sur le point d'abandonner, je me disais « Ouais, mais arrête de chercher des solutions à des trucs magiques, ça a aucun sens, c'est qu'une série mec, il y a forcément une explication non rationnelle à tout ça. » Et effectivement, il y en avait bien une. Le truc, c'est qu'il faut pas chercher de la logique dans les rendements et dans la possibilité de réaliser les systèmes présentés, car ils sont évidemment impossibles à reproduire dans notre monde. Oui, c'est pas pour rien que dans toutes les œuvres Snowpiercer, que ce soit la BD, le film ou la série, pour nous décrire le fonctionnement de la loco, on nous parle systématiquement de mouvement perpétuel. Et oui, au final, même dans la série, on a affaire à ce fantasme du mouvement perpétuel. Le transperce-neige tombe en morceaux, tu le sais très bien. Il n'y a pas de mouvement perpétuel parce qu'il n'y a pas de pièce de rechange perpétuelle. Le truc, c'est que dans la série, on nous l'introduit pas comme dans la BD ou dans le film. En effet, dans le film par exemple, si le train avance, c'est grâce à une machine à mouvement perpétuel. En gros, c'est une sorte d'énorme turbine autosuffisante qui tourne en continu sans apport d'énergie. Une turbine qui peut alors à son tour fournir de l'énergie à l'infini pour avancer. Dans la série, au contraire, on n'a pas vraiment une machine à mouvement perpétuel. Non, on a affaire à du mouvement perpétuel auquel ils ont quand même essayé de donner des explications scientifiques. Pour ce faire, comme on l'a dit, ils ont décrit un cycle ultra efficace de collecte de d'hydrogène en continu qui serait ensuite utilisé comme un carburant infini, disponible tant que le train avance donc. Un cycle que les bilans énergétiques rendent certes impossible dans notre monde, mais qui dans la série est bien ce qui constitue notre boîte noire. Donc bien qu'on ait affaire à un non-sens physique, pour l'instant, dans la suite de la vidéo, on va retenir cette solution. Ainsi, on va se dire que grâce à ce cycle magique, on a bien en sortie de la boîte noire une certaine énergie électrique à redistribuer dans le train. Une énergie électrique utilisée pour répondre à nos deux besoins. Pour le premier besoin, pas trop de discussion. C'est logique de produire de l'électricité si on cherche par exemple à répondre aux commodités. En revanche, pour l'énergie nécessaire au mouvement du train, on peut se poser des questions. Par exemple, est-ce qu'on a un seul gros moteur dans la loco pour tracter tous les wagons ? Un gros moteur ça pourrait être le cas, mais on comprend facilement qu'avec un train si long, il semble plus pertinent que chaque groupe de roues soit équipé d'un petit moteur électrique indépendant, et ce dans le but de mieux répartir la charge sur chaque wagon. D'autant que dans la série, on entend souvent parler des moteurs de bogie. C'est relié au moteur de bogie. Moteur de bogie. Moteur de bogie. Les moteurs de bogie. Or, après vérification, les bogies c'est des sortes de chariots situés sous les véhicules ferroviaires, sur lesquels sont justement fixées les roues des trains. Ceci confirme donc bien l'idée de petits moteurs situés au niveau des roues. Un mécanisme qu'on semble d'ailleurs bien retrouver dans le wiki officiel de la loco qui parle de Power Plant for the Car Bogie Motors. Can you speak in English? Thank you very much. Bref, retenons cette vision macro du dispositif, et avant de parler de mouvement perpétuel, attaquons-nous à un autre problème auquel on va apporter une vraie solution. On va se concentrer sur cette partie-là du schéma, puisqu'il semble qu'à ce niveau-là, il y a une considération un peu mystique à prendre en compte d'après les explications qu'on entend dans la série. En effet, il semble y avoir une relation de proportionnalité entre l'électricité disponible dans les wagons et la vitesse du train. On se concentre sur le moteur, s'il vous plaît. Ne sous-estimez pas ce terrain. Réduisez la vitesse de 12%. Javier, je ne peux pas annoncer de panne de courant. Pas aujourd'hui. Soit on ralentit pour la sécurité, soit on peut avoir de l'électricité. Maintenez la vitesse. Elle tiendra sur les rails.
En gros, ce qui nous est dit ici, c'est qu'à vitesse maximale, le train a suffisamment d'électricité pour être éclairé et chauffé, alors que, quand le train ralentit, on ne dispose à partir d'un certain seuil plus de suffisamment d'électricité pour alimenter le train. Donc on a bien une corrélation entre la vitesse du Snowpiercer et l'électricité disponible dans ces wagons. Cette considération un peu étonnante expliquée par Ravière, elle revient à différents moments. Par exemple dans cette scène où le train doit ralentir pour bien négocier une portion de route difficile, bah là encore, ce ralentissement les contraint à ne plus avoir pendant un temps suffisamment d'électricité dans les wagons. En bref, on retrouve cette corrélation bizarre entre vitesse du train et électricité disponible. À ce stade, pour à la fois justifier tout ça et aussi faire un meilleur portrait de notre mouvement perpétuel, eh bien j'ai élaboré une théorie. Une théorie que je vais expliquer en construisant une courbe de fonctionnement du train. Une courbe certes sans unité, mais une courbe qui rend bien compte de tous nos cas d'utilisation. Pour la tracer, j'ai besoin de deux axes. Sur ces derniers, on va mettre la vitesse du train en abscisse et l'énergie en ordonnée. Et on se place dans l'hypothèse que notre train circule 2 jours sur du plat. Maintenant, sur ce graphique, on va tracer une première courbe verte qui aura cette apparence. Cette courbe, c'est l'énergie dont on a besoin pour toutes les commodités du train, pour l'éclairage et le chauffage. Elle est donc constante, puisqu'on suppose que peu importe la vitesse où va le train, il faudra toujours la même énergie pour répondre à ses besoins. Ensuite, on va tracer une seconde courbe. Elle sera rouge et elle aura cette apparence. Cette dernière, elle correspond à l'énergie dont on a besoin pour faire avancer le train selon la vitesse à laquelle on va. L'énergie demandée par les moteurs de bogie. Je vais donner ici une allure que j'estimais cohérente, genre plus on veut aller vite, plus il nous faut de l'énergie, et notez aussi que j'ai volontairement enlevé les points au démarrage du train, car c'est un cas particulier. Bref, je rajoute maintenant une troisième courbe en orange. Cette dernière, c'est tout simplement la somme des deux précédentes et elle nous donne grosso modo l'énergie dont on a besoin, selon la vitesse à laquelle on va, pour que tout fonctionne. À savoir à la fois pour qu'on avance grâce au moteur de bogie et pour qu'on ait de l'électricité dans le train. Enfin, l'élément le plus important, je vais tracer cette dernière courbe bleue, la plus hypothétique, mais que je représente de la sorte pour exprimer ce que je veux démontrer. Cette courbe, elle ne représente pas comme les autres une énergie qu'on va dépenser, mais bien une énergie qu'on va créer grâce à notre procédé magique de mouvement perpétuel. Autrement dit, la courbe bleue, c'est l'énergie disponible issue du dihydrogène qu'on pourra récupérer selon la vitesse à laquelle on va. Et cette courbe, si elle a cette forme, c'est pour faire ressortir les 3 cas d'utilisation du Snowpiercer qu'on nous décrit dans la série. 3 cas d'utilisation symbolisés par les 3 zones apparues sur le graphe. La première zone, on la retrouve de 0 km/h à une certaine vitesse appelée vitesse limite du mouvement perpétuel. En fait, quand on est dans cette zone, la courbe bleue est systématiquement en dessous de la courbe rouge, c'est-à-dire que notre boîte noire ne nous permet même pas de récupérer assez d'énergie pour mettre en marche le train. Cette zone 1 correspond donc à l'arrêt du train, et cette zone, elle traduit parfaitement ce qui nous est dit dans la série. Elle nous permet de comprendre pourquoi on ne doit surtout pas trop ralentir ou arrêter le Snowpiercer, car si on fait ça, on brise le mouvement perpétuel. Maintenant, pour sortir de cette zone, il faut donc soit utiliser un stock d'énergie résiduelle pour nous permettre de rejoindre la courbe rouge, soit faire en sorte que le train atteigne une certaine vitesse en l'aidant un petit peu. Et ce deuxième cas de figure, vous l'avez compris, c'est exactement celui qu'on retrouve dans la série, genre quand les personnages utilisent la belle Alice pour pousser le Snowpiercer. La belle Alice va pousser. En faisant ça, ce qu'on cherche à faire, c'est juste dépasser la vitesse seuil pour retourner en zone 2. Nous voilà en zone 2. Cette zone, elle permet bien le mouvement perpétuel, car la courbe bleue est toujours au-dessus de la rouge, donc on a toujours suffisamment d'énergie pour alimenter nos moteurs de bogie. Mais en revanche, dans cette zone, la courbe bleue est systématiquement en dessous de la courbe orange, notre courbe de fonctionnement optimal. Ce que ça veut dire, c'est que dans cette zone, on peut avancer sereinement, mais on ne va pas suffisamment vite pour avoir l'énergie nécessaire à toutes les commodités du train. Autrement dit, on est dans la zone qui illustre parfaitement les propos de Ravière évoqués tout à l'heure. Soit on ralentit pour la sécurité, soit on peut avoir de l'électricité. Et donc pour sortir de cette situation inconfortable, il nous suffit d'accélérer, puisque si on accélère suffisamment, ça nous amène à une autre vitesse seuil. Une vitesse qu'on appellera vitesse seuil fonctionnement optimal. Et en l'atteignant, on se retrouve bien dans la zone 3, une zone dont la limite haute est marquée par notre vitesse maximale. Cette zone 3, c'est la plus confortable, c'est celle où la courbe bleue est au-dessus de toutes les autres et où on est donc en excédent énergétique. Il serait alors logique de penser que cette énergie en trop pourrait être utilisée pour charger des batteries, un peu comme le font les voitures quand elles roulent. Des batteries pouvant alors nous fournir cette énergie résiduelle en cas de besoin, genre une énergie qui pourra être utile quand on devra ralentir et retomber en zone 2, ou éventuellement quand on sera en zone 1 et qu'on voudra redémarrer. Bon, c'est sur le papier, parce que les batteries ont la confirmation qu'elles existent dans leur univers. La batterie est à 57%. Mais elles semblent pas bien optimales dans le Snowpiercer, parce que eux, dès qu'ils retombent en zone 2, c'est immédiatement la panique, il y a plus d'électricité pour tout le monde dans le train, enfin bizarre. Peut-être leurs batteries sont endommagées, je sais pas.
Ok, on a nos 3 zones de fonctionnement et tout ça paraît archi cohérent et bien foutu. Mais faut le rappeler, de base cette courbe bleue, elle est plus qu'utopique, puisqu'elle est uniquement due au fait qu'on avait accepté l'hypothèse la plus foireuse de la série, à savoir... Bon, l'hypothèse de mouvement perpétuel qu'on nous présente dans la série, on a déjà bien compris les problèmes qu'elle présentait. On va pas plus détailler et on va donc plutôt se concentrer sur les machines à mouvement perpétuel de la BD et du film ici. En effet, même si dans la BD la loco a plus une dimension un peu mystique, eh bien elle semble globalement suivre le concept de celle du film. Dans les deux cas, on a affaire à une sorte de grosse turbine, qui une fois mise en route se suffit à elle-même. Sa seule limite devient alors l'usure des pièces, mais en elle-même, cette turbine peut tourner indéfiniment. Et en tournant, elle produit suffisamment d'énergie pour lui permettre à la fois de maintenir sa propre rotation, et à la fois d'alimenter le train en énergie. Mais du coup, pourquoi même si on conçoit la machine parfaite, ça peut pas marcher? Bah le vrai problème de cette loco telle qu'elle est présentée, c'est qu'elle crée de l'énergie à partir de rien. En effet, on n'a rien ou quasi rien en entrée, mais on ressort avec une quantité infinie d'énergie à disposition. Or c'est un principe de base, l'énergie peut pas être créée. C'est pas pour rien que le premier principe de la thermodynamique s'appelle principe de conservation. Si on parle de conservation, c'est parce que quand on étudie un système, l'énergie peut certes être transformée par ce système, elle peut prendre de nouvelles formes et on peut avoir des pertes, mais au global, il y a conservation. On garde toujours la même quantité d'énergie dans l'univers. C'est-à-dire que toute énergie qu'on apporte à un système fermé, en l'occurrence ici la loco, bah ce système l'utilise et la transforme. Donc on ne peut pas apporter une fois de l'énergie à un système pour le mettre en marche et lui demander de se maintenir et de nous produire de l'énergie à l'infini avec ça. C'est un non-sens. Si on veut que notre moteur tourne de manière perpétuelle, bah faut l'alimenter de manière perpétuelle pour maintenir son régime. D'ailleurs, plus rien à voir avec la loco mais toujours sur cette idée de conservation, et bah dans la BD il nous est présenté un système qui s'appelle la mama pour répondre aux besoins de nourriture des passagers. Et la mama, c'est quoi? Bah c'est une source de viande illimitée qui se reproduit toute seule par elle-même. C'est beau, oui, mais il y a quand même vraiment un problème avec l'idée de conservation dans cette œuvre. Ça sonne pas très scientifique, quoi. Après moi, bien sûr, je m'en fous, hein. J'aime le Snowpiercer tel qu'il est, comme d'hab, vous commencez à connaître, l'objectif de la vidéo c'est pas de dire « tout est faux, c'est ridicule », le but c'est juste d'apprendre en analysant une œuvre. Et en parlant d'œuvre, ça nous amène à la vraie question de cette vidéo, celle qu'on aurait dû se poser depuis le début. À savoir non pas comment le Snowpiercer avance-t-il, mais bien... Alors oui, on vient de le voir, d'après la série, si le train avance, c'est parce que si on n'avance plus, on n'a plus d'électricité, et donc tout le monde meurt de froid. Mais au-delà de ça, la vraie raison du mouvement de ce train, la voici. Le train est un ressort scénaristique. C'est évident et j'aurais pu parler de ça direct, mais moi je suis pas tant là pour parler de cinéma. Ok, je vais quand même développer. Si le train en mouvement est si important dans Snowpiercer, c'est que c'est lui qui permet d'instaurer le huis clos qui caractérise l'œuvre. L'objectif, c'est juste de créer une intrigue où tous les derniers survivants de l'humanité sont confinés dans un train, et où ils doivent surpasser leurs différends pour avancer vers l'objectif commun de tous, assurer la survie de l'humanité. Cette survie, elle passe alors entre autres par le maintien du train en mouvement. C'est pas pour rien que beaucoup de péripéties de la série consistent juste à régler des problèmes liés aux pannes matérielles ou à la difficulté des voies. C'est un bon ressort narratif parce qu'on joue sur le danger, donc ça tient le spectateur en haleine. Et si dans tous ces épisodes, la menace de ralentissement ou d'arrêt du train apparaît, c'est justement pour nous faire comprendre que si le train s'arrête, bah l'histoire s'arrête, ce qui se traduit par la mort des personnages sous le froid de l'apocalypse. Enfin voilà, on est dans le cas typique d'un huis clos où l'objectif c'est la survie des personnages dans l'environnement dans lequel ils sont. Ce qui sert l'œuvre, c'est alors pas comment le train avance, mais c'est bien les relations qui en découlent entre les personnages. C'est comment la mini-société en son sein va évoluer. Ce qui, dans le cas du Snowpiercer, ouvre plein de réflexions intéressantes sur la lutte des classes et la place de chaque passager dans ce contexte bien particulier. Ok, voilà donc en quoi cette idée de train en mouvement est le principal ressort scénaristique de l'œuvre, et en quoi sans son mouvement, l'œuvre perd tout son intérêt. D'ailleurs c'est peut-être un des points que j'ai trouvé problématique avec la série, c'est qu'elle cherche trop à donner des explications scientifiques au fonctionnement du train, alors que je trouve qu'il a plus une aura magique dans le film ou la BD. Même, en allant plus loin, surtout dans la BD et un peu dans le film, bah le train c'est presque un personnage à part entière, il y a un véritable culte qui lui est alloué par les personnages, c'est la Sainte Loco, le dispositif miraculeux qui fonctionne tout seul et qui maintient tout le monde en vie. Alors que, dans la série, ce culte il est plutôt voué au personnage de Wilson. C'est à Wilson, cet ingénieur de génie qu'on doit tout. Au début de la série en tout cas. Bref, je vous laisse liker et surtout me partager vos avis sur tout ça en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. C'était Gotabor, out.